Oui, bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être là. On est hyper contents de pouvoir animer ce webinaire. Donc, on est en présence de Marie Leclerc, qui est l'autrice de Clara Schumann, réalisatrice artistique aussi, musicale, et de Célia Oneto Bensaïd, qui est pianiste et qui a interprété plusieurs morceaux de Clara Schumann, et d'Adélaïde Châtaignier, qui est donc chef Bonjour. des productions musicales chez nous, chez Didier Jeunesse. Donc on est là pour présenter l'album musical Clara Schumann, qui a été illustré par Fanny Ducassé, de façon tout à fait magnifique. Et le texte est lu par Elsa Le Poivre. Vous allez entendre un petit extrait tout à l'heure. Donc c'est un nouveau livre dans notre collection, notre série qu'on appelle Les Grands Compositeurs, qui a pour but en fait de présenter la vie des compositeurs, compositrices, de façon poétique, avec des anecdotes qui sont toujours vraies, mais qui sont racontées avec un petit pas de côté, avec un peu de fantaisie à hauteur d'enfant. On avait publié Chopin, Satie, Mozart. Offenbach, Mozart, Bach, et il n'y avait aucune compositrice jusqu'à présent dans cette série. Donc Michèle Moreau, qui était la directrice de la maison jusqu'à juillet dernier, a eu envie de mettre en avant une compositrice, Clara Schumann. Donc Clara Schumann, elle était très connue de son temps, notamment en tant que concertiste. Mais bon, vous ne la connaissez peut-être pas, ou vous connaissez son nom, Schumann, parce que son œuvre fut longtemps oubliée au profit de celle de son mari, Robert Schumann, et on l'a redécouverte il y a quelques années seulement. Et Michèle Moreau a pensé à Marie Leclerc pour écrire le texte et la vie passionnante de Clara Schumann. Donc Marie, je vais te présenter rapidement. Tu es violoncelliste à l'Orchestre de Paris depuis 2002, 21 ans maintenant. Et tu mènes en parallèle une activité de chambriste pour des grandes salles, la salle Pleyel, la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris, par exemple. Et tu participes aussi à beaucoup de festivals musicaux. Donc tu es bien occupée. Et il y a 2 ans, tu t'es dit, bah, tiens, si je faisais une année sabbatique pour te former à l'édition, pourquoi pas? Et donc, à l'issue de ta formation d'1 an, il me semble, donc tu as fait un stage chez nous, chez Didier Jeunesse. Tu nous avais déjà envoyé un projet musical, on avait repéré ta plume. Et au cours de ce stage, Michel s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas confier ce Clara Schumann à Marie. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu connaissais de Clara Schumann et quel était ton rapport avec cette compositrice? Je connaissais pas grand-chose de Clara Schumann. Pour moi, c'était une pianiste, épouse de Robert, et c'était tout, quoi. Et, euh, et quand Michèle Moreau m'a parlé d'écrire une histoire sur une compositrice, j'ai un peu cherché divers profils. Et quand j'ai lu l'histoire de Clara Schumann, ça m'a tout de suite complètement fascinée et emportée. Et je me suis dit, c'est elle. Mais c'est vrai que j'avais pratiquement pas entendu sa musique parce qu'une grande partie de sa production, c'est dédié au piano. Et moi, je suis violoncelliste. Oui. Et je crois même qu'on n'a jamais joué son concerto pour piano à l'orchestre, Ah alors oui. que c'est une super belle œuvre. Mais on joue toujours un peu les mêmes trucs, les Schumann, les Chopin, les Prokofiev, mais jamais le concerto de Clara. D'ailleurs, il faut que j'en parle. Ah oui, il faut changer ça. Riche que Célia vienne le jouer l'année prochaine avec l'orchestre de Paris. Mais voilà, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que je connaissais pas grand-chose de. Je savais qu'il y avait une grande romance entre Clara et Robert, mais je connaissais pas tellement plus le profil de Clara. Et qu'est-ce qui t'a marqué, toi tu disais, ça t'a fasciné de lire sa vie. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans sa dans tes recherches, en fait? Déjà, j'ai écouté tout son catalogue d'œuvres, donc j'ai découvert toute sa musique d'un coup, et elle m'a vraiment touchée au plus profond. C'est une musique qui est vraiment ancrée dans le siècle romantique pianistique, donc c'est de la musique où tous les sentiments sont exacerbés. C'est très romantique, et tout de suite voilà, on a des émotions immédiates dès qu'on écoute cette musique. Mais j'étais frappée par le fait que c'était hyper bien écrit. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la belle musique, c'est intelligemment construit de telle manière qu'on comprend tout de suite, même si on n'est pas pianiste. Donc ça, c'est déjà la première chose qui m'a conquise. Et puis sa vie est tellement romanesque, avec son idylle avec Robert Schumann,
son enfance qui est quand même un peu particulière, sa vie de Wonder Woman hyper moderne pour l'époque. Mmh mh. Mais justement, toi, tu as choisi de commencer par son enfance, qui, Mhm. comme tu le dis, est hyper romanesque. En fait, quand on lit, là, le Clara Schumann, on se dit: «Mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt?» C'était incroyable. Enfin, je sais pas si tu peux raconter, son enfance, du coup? Il y a quand même quelque chose de Oui, bah, c'est vrai que ses parents se sont séparés quand elle avait 4 ou 5 ans et la mère est partie du domicile conjugal. À l'époque, ça rigolait pas. ouais, A fait sa vie avec un autre homme dans une autre ville. Donc Clara, elle s'est retrouvée séparée de sa mère, voilà, à un âge où on en a encore tellement besoin. Et elle s'est retrouvée plus ou moins en tête-à-tête avec son père, qui était un grand pianiste, un grand pédagogue assez renommé et qui avait tout de suite décelé chez elle un talent précoce incroyable. Elle avait rien à envier à Mozart, hein, parce que dès son plus jeune âge, elle commençait déjà à avoir des facilités pianistiques incroyables. Et puis, elle a composé très, très vite. Donc, je pense que son père, il l'a repéré et il l'a mmh, mise au piano tout de suite. Mais elle était tellement choquée par la disparition, en quelque sorte, de sa mère, qu'elle est devenue mutique et elle a plus parlé pendant 4 ans. Elle n'a pas dit un mot. Et je pense que finalement, le piano, c'était pour elle un moyen d'expression, que c'est comme ça qu'elle a pu un peu se libérer et qu'elle a grandi là-dedans. et qu'elle a pu s'exprimer aussi, Ouais, ouais. à travers sa musique. Puis, elle a fait très tôt la connaissance de Robert Schumann, puisqu'il est arrivé dans la maison pour prendre des cours avec le père. Et quand elle l'a rencontré, lui, il avait 17 ans et elle avait 8 ans. Donc finalement, elle l'a connu dès sa plus tendre enfance et elle a grandi à ses côtés. Et je les imagine très bien en train de faire leur gamme ensemble, en train de partager des moments à la fois difficiles, parce que je pense que ça ne devait pas rigoler avec le père, qui devait être assez intransigeant. Et en même temps, il devait y avoir des tas de moments de complicité entre eux, que ce soit autour de l'apprentissage du piano ou de la composition. Mmh mh. Et ça, c'est ce que tu mets bien en avant, est-ce que ça a été facile pour toi de mettre en scène, leur relation? La relation, de Clara, Robert? Parce qu'en fait, enfin, ce qu'on ressent aussi, c'est que c'est une relation amoureuse, mais qui se fait surtout, et grâce à la musique, quoi. Comment tu as fait pour En fait, bon, ils ont déjà grandi ensemble et puis je crois qu'après, les sentiments amoureux sont arrivés après l'adolescence pour Clara. Et quand ils ont émis l'idée de se marier, le père était furax parce qu'elle était déjà hyper connue. Elle faisait une carrière monumentale. Elle avait été repérée par tous les grands artistes de l'époque, que ce soit Paganini ou Liszt ou Chopin ou Mendelssohn ou même pas forcément des musiciens, Goethe. Donc voilà, elle était déjà en haut de l'affiche, alors que Robert, lui, il n'était pas du tout connu en tant que compositeur. Ça met toujours un peu de temps pour un compositeur de se faire connaître du grand public. Et en plus, il avait un peu flingué sa carrière de pianiste parce qu'il avait inventé une machine pour faire relever son doigt plus rapidement, pour gagner en vélocité. mmh, En fait, il s'est foutu la main en l'air. Donc, le père a dit, mais jamais tu ne vas épouser Robert, c'est pas possible, c'est pas un bon parti. Et il a envoyé sa fille à l'étranger. Donc, bye bye l'idylle. Mais heureusement, ils se sont envoyés des messages d'amour, des lettres d'amour par l'intermédiaire d'amis, mais surtout, et c'est ça qui est beau dans leur histoire, c'est qu'ils ont composé des œuvres qu'ils s'envoyaient, et parfois il y en avait un qui reprenait le thème de l'autre et qui l'arrangeait à sa façon, ils s'envoyaient des messages codés avec les lettres de leur prénom, puisque chaque lettre correspond à une note de musique. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable dans leur histoire, c'est qu'ils ont réussi, nous on envoie des textos, mais eux ils s'envoyaient des messages à travers leur musique, et ça ouais. c'est hyper romantique, et je me suis dit que pour les enfants, ça allait bien marcher. Tu dis: «Mais exiger de Clara qu'elle renonce à Robert, c'est comme vouloir séparer Juliette et Roméo ou Eurydice et Orphée. Cela ne fait que raviver la flamme qui brûle entre eux. Les deux amoureux rivalisent alors d'ingéniosité pour échanger leurs messages secrets en musique. Leurs mélodies, telles des messagères ailées, chantent le prénom de l'être aimé grâce à un langage codé. Le C de Clara devient un Do, le A un La. Clara, 5 lettres, 5 notes». C'est hyper beau, en fait, ils mêlent, enfin, c'est génial, quoi. Hem
Et moi, j'aimerais bien revenir, là, tu parlais du père qui était pas d'accord et qui a un rôle très important dans la carrière de Clara Schumann. Et tu parlais d'elle comme une Wonder Woman qui fonce et tout. Mais on sent qu'elle n'est pas spécialement revendicatrice au tout début, qu'elle doute un petit peu, quoi. Dans les notes de son journal, on lit Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. En fait, elle n'est pas tout à fait sûre. Elle a fait sienne la pensée un peu enfin, carrément misogyne de l'époque. Mais elle y arrive quand même. Bah, c'est vrai que quand je disais que c'était une Wonder Woman tout à l'heure, c'est parce qu'elle a réussi à mener de front ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire sa carrière professionnelle où elle était interprète, elle faisait des tournées dans le monde entier. C'était quand même elle qui, en tout cas pendant au moins les 10 premières années de son couple, c'est elle qui faisait bouillir la marmite. C'est elle qui ramenait l'argent du foyer. Donc, c'était quand même hyper moderne pour l'époque. Bon, elle composait aussi beaucoup, surtout à la période avant son mariage. Elle a élevé 8 enfants, c'est quand même pas rien. C'était elle qui organisait ses tournées, donc en plus la businesswoman. Euh, Elle crée beaucoup les œuvres de ses contemporains, Chopin, Mendelssohn et évidemment son époux. Elle s'est débrouillée pour faire éditer les œuvres de son mari. Elle s'est mise au service de la musique de son mari. Donc, Mm. en fait, oui, elle faisait tout. Et puis après, elle était professeure. Donc, elle a Ouais. vraiment, voilà, elle était muse, elle a inspiré le nombre de compositeurs. Enfin, elle s'est déployée comme un éventail et elle a tout fait. Mm, mm. Et c'est vrai que son père, dans sa jeunesse, je pense, lui a donné la conviction qu'elle avait quelque chose à vivre et à défendre. Et puis, petit à petit, après son mariage, je pense que les mœurs de l'époque l'ont rattrapée et que aussi Robert devait lui faire passer le message que ses premières tâches, c'était d'abord d'être une épouse et une mère, et que finalement la composition, bah, ça a dû arriver dans ses moments de temps libre, et je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mm. Donc petit à petit, elle est revenue de l'idée que voilà, comme tu disais tout à l'heure en citant sa phrase, j'ai pensé dans ma jeunesse que j'avais peut-être un rôle à jouer en tant que femme, mais finalement, je suis revenue de cette idée. En effet, elle a jamais voulu défendre son bout de gras. Elle s'est plutôt mise au service de la musique des autres. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'on a un peu oublié son œuvre un temps. C'est parce que la fin de sa carrière, elle l'a aussi consacrée à faire connaître les œuvres de son mari, Oui. qui avait disparu. Et à l'enseignement, puisqu'elle voilà, Enseignement. et à la transmission aussi. Ouais. Mm, mm. Ouais. Et je voudrais peut-être finir la partie écriture sur une question peut-être plus globale. On sent qu'il y a un ton particulier dans ce livre. En fait, tu nous fais un peu ressentir à travers tes mots les compositions de Clara. Comment tu as fait ça pour ramener soit la mélancolie ou le côté exalté, comme tu disais au tout début? Comment tu as réussi à disséminer tout ça dans ton récit? Ben, c'est sûr que c'est pas évident d'écrire pour les enfants au sujet de la musique ou de la composition parce que ça reste des concepts un peu qui vont dans l'espace et pour capter l'attention des enfants, c'est vrai que c'est pas évident de parler de ça, c'est très abstrait. Donc j'ai essayé de me mettre à hauteur d'enfant et par exemple, dans le style d'écriture, j'ai essayé d'utiliser beaucoup de comparaisons. Par exemple, les mains qui courent sur le clavier, je les comparais à deux petites araignées qui tissent une toile invisible. J'ai essayé vraiment voilà, d'avoir des images qui pouvaient leur donner accès à leur imaginaire et que eux-mêmes, ils reconstituent un peu tout ce monde-là. Voilà, c'était un peu. J'ai aussi testé pas mal de phrases sur mes filles parce que j'ai des filles qui à l'époque avaient 7 et 10 ans. Et quand j'avais un doute, je leur faisais lire un passage et je voyais tout de suite si ça accrochait ou si je voyais qu'elles étaient en train de se détacher. Bon, voilà, ça c'était pas mal aussi comme test. Et puis, ce qui est pas évident, en effet, c'est que Clara Schumann, elle a quand même eu une vie jalonnée de drames. Elle a Oui. perdu un enfant. Robert Schumann, il était quand même atteint d'une maladie nerveuse.
où il était suicidaire. Elle Mmh. lui a survécu 40 ans. Donc voilà, il y a quand même eu des moments difficiles dans sa vie. Et je pouvais pas non plus trop en parler parce que le but, c'était pas de les plomber, ces pauvres enfants, mais il fallait quand même aussi dessiner un peu les contours de cette vie. Ouais. Voilà, tout le travail était de suggérer sans trop entrer dans le détail et finalement la musique aidait beaucoup, les extraits musicaux aidaient beaucoup à donner aussi le ton. Mmh mh. Oui, oui, tout à fait. Et puis, tu amènes beaucoup de mouvements aussi, dans ton écriture avec, tous les déplacements. Enfin, elle est partie en tournée à travers toute l'Europe. Donc ça, voilà, ça nous amène, non, c'est tout à fait à hauteur d'enfant. Tu parles de ses rencontres aussi avec, ses amis. Tout à l'heure, tu parlais de elle était contemporaine de Chopin et cetera. On a aussi une rencontre avec, Fanny Mendelssohn avec qui elle discute. Enfin voilà, c'est aussi tout ça qui amène, peut-être un peu Mhm. plus de légèreté et un côté peut-être plus quotidien aussi. Oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'en effet, elle a beaucoup côtoyé les artistes de son époque. Donc, il y a en effet les week-ends où elle allait chez Fanny Mendelssohn, qui faisait des salons de musique où chacun venait tester ses nouvelles compositions. C'était un peu l'espace intime où ils testaient leurs œuvres. Et puis, il y a aussi la rencontre très importante dans sa vie avec Johannes Brahms, qui était un tout jeune compositeur et qui est venu carrément s'installer chez les Schumann pour apprendre. Et on imagine les discussions qu'ils ont dû avoir à table, où à mon avis, ça ne devait parler que de musique. Mmh. Et quand tu parles de déplacement, c'est vrai que ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, on adule complètement Brahms et on a oublié Clara Schumann, alors qu'à l'époque, il faut savoir que c'était Clara qui partait en tournée et c'était Johannes Brahms qui gardait les mouflets, qui faisait le rôle de babysitter quand quand Robert était à l'asile et puis après qu'il est décidé. J'ai vraiment lu dans plusieurs biographies que bah, Brahms, il habitait encore un peu à la maison et c'est lui qui gardait les enfants. Ça, c'est quand même assez drôle de se replonger là-dedans. Mmh mh. Oui, je me souviens avec Michel, quand on avait lu ce passage, je me disais: «Mais c'est vrai ça?» Eh oui! C'est véridique. Ouais, c'est drôle. Et pour rester du coup sur, la partie, musicale, toi, tu as joué, une partie un morceau au violoncelle? Oui, parce que tu es très talentueuse, Marie. Du coup, tu as plusieurs cordes à ton arc. Et donc, tu as participé à l'enregistrement avec Célia, la pianiste qui a enregistré des œuvres. Donc, il faut savoir que, en fait, les œuvres que Clara a écrites principalement sont effectivement, comme tu le disais, dédiées au piano. Et il y en a très peu qui sont de fait enregistrées ou en tout cas disponibles à ce qu'on appelle de la synchronisation. On avait très peu de possibilités d'en acheter à d'autres labels. Donc on a dû enregistrer en studio les œuvres que Marie avait sélectionnées. Et c'est un cas assez rare et c'est vrai que en plus la spécificité de notre collection des grands compositeurs, c'est de faire découvrir la vie du compositeur, mais également de faire écouter ses œuvres. Donc c'était très important qu'on ait des enregistrements de ses œuvres et du coup on vous propose d'écouter un petit extrait. C'est Soirée musicale, balade. Et vous allez également voir les illustrations défiler pour que vous ayez une idée du livre. Normalement, il y a une Normalement, il y a une petite vidéo. vidéo avec le feuilletage. Leipzig, 1825. Un air cristallin emplit le grand salon de la maison des Wieck. Qui peut bien jouer cette ritournelle à une heure si matinale? C'est Miss Clara, petit bout de femme de 5 ans, installée face au grand piano à queue. Elle a empilé 2 gros coussins sur le tabouret pour être à la hauteur du clavier. Elle s'amuse à marier les notes entre elles. Le si va si bien avec le ré. Le sol fait place à son voisin le fa. Le do, timide aujourd'hui, se cache derrière le mi. Une mélodie est née que Clara vient de composer.
Et la voix que vous avez entendue, c'est Elsa Le Poivre de la Comédie Française. Voilà. Et du coup, on va passer à Célia, pianiste. Je te présente brièvement. Tu es diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et donc, tu es pianiste et tu joues. Ton répertoire s'étend du piano solo à la musique de chambre, en concerto avec orchestre. Et tu défends principalement comme répertoire plutôt la musique américaine, la musique française, mais aussi la musique d'aujourd'hui qui te tient beaucoup à cœur. Euh, les compositrices tiennent aussi une place très importante dans tes programmes. Par exemple, je pense à Camille Pépin, compositrice qui a remporté les Victoires de la musique en 2020. Et elle a enregistré Enfin, tous ses albums sont sortis chez le label Nomade Music, si vous voulez écouter sur les plateformes. C'est euh, c'est très beau. Euh, Et donc, tu fais partie des artistes très engagés dans la redécouverte du matrimoine musical. Tu travailles également avec l'association, enfin la structure qui s'appelle Hell Woman Composers, qui a été fondée par Héloïse Lusati, qui a créé la Boîte à Pépites. C'est une chaîne YouTube qui propose de découvrir le travail de compositrices complètement tombées dans l'oubli. Il y a également un label. Et donc, ça a été assez rapidement, quand on s'est dit qu'on devait enregistrer du piano, c'est vrai que ça a été assez vite une évidence de te proposer le projet. Parce qu'on se doutait que tu serais assez sensible à ce sujet. Et peut-être première question, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce livre-disque de Clara Schumann? Alors beaucoup de choses. Déjà, peut-être la première chose qui m'a fait vraiment plaisir et, euh, et qui vraiment, je pense, doit être soulignée dans ce livre, au-delà de sa beauté, au-delà de sa réussite, je pense vraiment totale, c'est que Didier Jeunesse, c'est quand même une maison d'édition qui fait référence, qui est très connue, qui est grand public pour moi, à mes yeux. Et tout d'un coup, ce répertoire un petit peu de niche de compositrice, voilà, c'est un sujet dont une grande maison s'empare avec des moyens tout d'un coup de diffusion, de propagation, si j'ose dire, mais dans le sens noble du terme, et du coup de vulgarisation à niveau très beau. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, waouh, ça y est, c'est en train de bouger. Et puis évidemment, comme vous le disiez avec Marie juste avant, le fait de cibler une adresse pour du jeune public, ça pose tout de suite le propos dans un endroit peut-être beaucoup plus sensible, où, comme disait Marie, elle va pas forcément raconter tous les drames dans leurs détails, mais les faire sentir par de la musique, par des métaphores. Donc, en fait, c'est super important qu'il y ait un modèle qui existe depuis l'enfance. En fait, le grand drame des compositrices, c'est l'absence de la figure du modèle. Clara Schumann en était la première victime. Ce que vous avez lu de son journal fait référence à ça, alors qu'il y a eu beaucoup de compositrices avant elle, et même de son temps. Elle ne les connaît pas. C'est hallucinant, cet effacement systématique de l'histoire de la musique, mais de l'histoire en général des femmes. C'est pareil dans le domaine des sciences, mais enfin, ou dans d'autres domaines, quoi. Mais et du coup, voilà, elle, pourquoi elle fait partie des premiers noms souvent aussi qu'on connaît? Parce qu'elle porte le nom de Robert, qui lui, en fait, lui, une fois qu'il était mort, il avait Clara Schumann pour s'occuper de sa diffusion, quoi. Elle, quand elle est morte, personne ne s'est occupé de la diffusion de ses œuvres. Et donc, en fait, elle a cartonné. Ça a été une ambassadrice de fou, quoi, pour Robert Schumann, au point que ça lui porte préjudice à elle en tant que compositrice. Le mot compositeur n'existe même pas à l'époque, hein. C'est quand même important de s'en rendre compte. Mais voilà, tout ce qui m'a interpellée. Et est-ce que tu avais déjà interprété une grande partie de la sélection ou juste un petit peu? Est-ce que tu connaissais toutes les œuvres avant qu'on te propose la sélection? Elle a quand même un catalogue assez important, même s'il est que pour piano. Il se trouve que comme je suis pianiste, je suis globalement concernée par tout ce qu'elle a écrit. J'avais joué les soirées musicales, donc on vient d'entendre un extrait de la balade des soirées musicales. C'est un site que j'ai joué plusieurs fois en concert.
J'avais joué son concerto pour piano, j'avais joué aussi son trio. Enfin, j'avais joué quelques pièces, mais la plupart des pièces composées quand elle est très très jeune, que Marie a sélectionnées, je les ai vraiment découvertes grâce à ça. Et c'est hyper, ce qui était aussi intéressant, c'est la première fois que ça m'arrivait dans le cadre d'un enregistrement, parce que donc même Marie, quand elle ne jouait pas, elle était là et elle assurait un petit peu la direction artistique musicale pour moi, aux côtés de l'ingé son, de l'ingénieur du son. Et c'est vrai que elle me donnait des indications, par exemple pour les pièces enfantines, en me disant, là, il faut imaginer quand tu la joues que tu es une enfant très jeune, donc essaye de jouer de manière hésitante, enfin des choses comme ça que au piano, on va jamais vouloir jouer de manière hésitante puisqu'on est en concert, on veut faire genre on est super fort. Et là, en fait, on était vraiment au service de la narration d'un stade où elle est enfant. Et ça, c'était super intéressant, super chouette de vraiment prendre part à la narration musicalement en racontant quand elle est enfant, c'est un peu inégal, par exemple. Et du coup, d'essayer de tisser aussi la progression sur ce niveau-là. Ça, c'est vraiment grâce à Marie. Si elle n'avait pas été là, moi, j'aurais pas eu l'intelligence de construire aussi ça. Voilà. Je reprécise peut-être juste que Marie, tu as joué avec Célia et ce que vous avez enregistré, c'est un extrait du deuxième mouvement du concerto pour piano où en fait le violoncelle solo de l'orchestre joue en duo avec le pianiste et c'est un moment sublime. L'extrait enfin, on l'a enregistré du coup, vous le retrouvez dans le livre et c'est un moment suspendu. Je trouve que c'est magnifique et le concerto est quand même de plus en plus joué, donc j'espère qu'il va de plus Oui. en plus être écouté. Mais c'est vrai que ce concerto, donc un concerto, c'est quand même, je sais pas, comme je me rends pas compte de qui nous écoute, mais un concerto, c'est vraiment un orchestre et un soliste. Donc là, en l'occurrence, c'est le piano. Et d'avoir, donc souvent, c'est en plusieurs mouvements. Là, on est en 3 mouvements. Et le mouvement lent, le second mouvement, au lieu d'avoir tout l'orchestre qui répond ou qui joue avec le soliste, il y a que le violoncelliste solo. C'est hyper rare, hein. D'ailleurs, à ma connaissance, je connais pas d'autres concertos où il y a un mouvement entier avec juste 2 personnes qui jouent, c'est le violon, c'est de la musique de chambre tout d'un coup au milieu de ce concerto. Ça, c'est hyper original. Rien que ça, c'est incroyable d'avoir écrit ça. Et en plus, elle est très jeune quand elle écrit son concerto. Je crois elle a pas 20 ans. Oui. Et enfin, c'est hyper singulier, quoi. Et en plus, le thème est sublime, donc on est trop content. Et c'est vrai que c'était l'occasion, quoi. Marie est violoncelliste, je suis pianiste, c'était trop tentant de le donner à entendre. Marie, peut-être question concernant la sélection musicale. Comment est-ce que tu as travaillé? Comment tu as sélectionné toutes ces œuvres? Parce que c'est quand même un répertoire foisonnant, donc à un moment, il faut faire des choix. Et comment tu as procédé? Bah, j'ai d'abord tout écouté. Et puis à chaque fois qu'il y avait une pièce qui me paraissait, qui me touchait plus que d'autres, je la mettais de côté. Et après, il fallait trouver un extrait au sein de cette pièce-là. J'ai essayé déjà de choisir des pièces avec des caractères un peu différents pour qu'on ait un peu un aperçu de ce que Clara était capable d'écrire. Et après, je me suis beaucoup servi de la narration, c'est-à-dire que quand j'avais besoin de trouver un extrait avec un caractère plutôt espiègle ou malicieux, je me disais, tiens, bah, ce petit scherzo qui est joyeux comme tout, il va aller parfaitement bien. Ou alors, quand on parlait d'un grand drame, bah, j'allais chercher dans un adagio à se rendre l'âme. Donc, voilà, c'était vraiment très, très chouette ce moment de dispatcher les extraits qui jalonnent l'histoire. Euh, voilà à peu près comment j'ai procédé pour cette sélection, mais c'était j'ai adoré ce moment qu'on a passé avec toi, Adélaïde, et avec l'ingénieur du son, quand on a dû caler la musique avec la voix qui avait été enregistrée, qui racontait l'histoire. Il y avait vraiment des moments où la voix collait à la musique. Et c'était vraiment un travail d'orfèvre, parce que parfois on disait à l'ingé son, rajoute un petit silence là entre ces 2 phrases, parce que du coup, ce mot va arriver pile sur cette guirlande de notes et c'est exactement ce qu'on veut. Enfin, à la fin, c'était génial. On s'est éclaté à faire ce travail. Voilà, je pense que le rendu est beau. Et ce qui est aussi chouette dans ces extraits musicaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont placés dans l'histoire au véritable moment où ça s'est passé. Mm. Je ne sais pas si c'est clair, mais par exemple,
Il y a un extrait de Robert Schumann dans ce livre. On a fait une exception, c'est-à-dire qu'il y a 2 compositeurs qu'on entend dans ce livre, mais parce que c'est une pièce qu'il a réellement écrite pour Clara, qu'il surnommait Chiarina. Et voilà, cette pièce, elle apparaît au bon moment dans l'histoire de Clara. Et il y a pas mal d'extraits comme ça qui arrivent vraiment dans l'histoire au moment où ça s'est passé. Et ça, c'était aussi assez chouette de pouvoir faire Mm. coller la musique à sa vie. Oui, il me semble qu'il y a la musique aussi où ils échangent les lettres. Le C Voilà. de Clara devient le Do. Oui. Effectivement, je sais plus, je me souviens pas du nom de l'œuvre, mais je Mm. pense aussi à celle-là. Petite précision en fait sur le fonctionnement de l'enregistrement de l'œuvre dont tu parlais. Le texte, tu l'as écrit. Ensuite, on a travaillé la sélection musicale. Et en parallèle, on a enregistré d'abord avec Elsa Le Poivre le texte en studio. Ensuite, il y a eu l'enregistrement de la musique en studio. Et on s'est retrouvés dans un troisième temps en studio pour superposer, tuiler et agencer la musique avec le texte. Donc, c'est un travail assez long, en fait. C'est un travail de longue haleine. Et je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin. Il va peut-être falloir commencer à conclure. Si vous avez des questions, on va garder un petit temps pour les questions à la fin. Mais on voulait aussi vous parler de l'actualité. Enfin, en fait, les compositrices, c'est un sujet, en tout cas dans la musique classique, qui devient de plus en plus... c'est très nourri. Il y a eu plein d'enregistrements d'albums qui sont parus en 2023. Je pense il y a un trio qui a enregistré qui s'appelle le trio Dichter qui a enregistré, qui a sorti un album. Et Béatrice Rana a également sorti le concerto pour piano. Et il y a de plus en plus de salles comme la Philharmonie de Paris qui s'en emparent et qui programment des compositrices. Donc, on sent une vraie démocratisation, en tout cas, que ce qui s'est passé en 2020 avec la boîte à pépites, où c'était vraiment quelque chose de niche, et ça, tu l'as un peu évoqué, Célia, ça se démocratise de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'institutions qui se sont emparées du sujet. Il y a également la BNF en partenariat avec Radio France, qui là a lancé sa 3e saison dédiée aux femmes compositrices. Donc avec une association dont on parlait un peu plus tôt qui s'appelle Elle Women Composers. Ils ont 20 concerts sur la saison 2023-2024 dédiés à des compositrices françaises. Et il me semble d'ailleurs, Célia, que tu participes à un de ces concerts Oui, en janvier. ce qui est génial, un petit mot là-dessus, c'est que la BNF est un lieu où il y a beaucoup de manuscrits et beaucoup de compositrices dont la plupart des œuvres sont inédites, sommeillent là-bas. Et donc, les concerts sont en relation avec les œuvres qui sont à la BNF. Et donc, c'est assez passionnant de voir une œuvre exposée, de l'entendre, de la réentendre pour la première fois depuis parfois plus de 100 ans. Voilà, c'est vraiment un travail assez... Enfin, c'est de l'archéologie musicale, clairement, et c'est passionnant. Voilà, un petit mot là-dessus. Merci. Le mot d'archéologie musicale, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de partitions qui sont complètement oubliées. Enfin, je pense aussi à un projet sur lequel j'avais travaillé qui s'appelle une compositrice qui s'appelle Fernande de Cruc, et toutes ces partitions ont été cachées et ont été redécouvertes il y a quelques années et réenregistrées. Et donc, c'est génial on a l'impression de tomber sur des pépites très souvent. Clairement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, oui, on connaît effectivement le centre Présence Compositrice. Alors peut-être qu'on le dit, le centre Présence Compositrice fondé par Claire Baudin fait aussi un excellent travail pour rendre visibles les femmes compositrices. Plateforme Demande à Clara, ressources pédagogiques, jeux de cette famille, expositions, concerts. On les avait contactés, ils nous ont aidés un petit peu dans la promotion du livre disque. Ouais. Effectivement, c'est une grande institution et ils sont vraiment bien installés dans le... C'est même en France, c'est la première institution qui s'est attachée à revaloriser les compositrices. Claire Baudin a créé vraiment, donc Demander à Clara, c'est en référence à Clara Schumann d'ailleurs. C'est une plateforme pour quand on cherche une œuvre écrite par une compositrice, selon différents mots-clés, que ce soit je cherche une œuvre pour basson ou bien je cherche une œuvre composée par une personne suédoise. On peut trouver plein d'œuvres et puis c'est une plateforme de données qui est mise à jour.
Et voilà, Claire Baudin, elle a créé donc un festival. Et il y a 15 ans, pour le coup, c'était vraiment... Elle était toute seule. Encore plus Et riche. ouais. Et elle a créé un label aussi. Moi, j'ai enregistré pour elle des pièces de Marie-Gel. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail de fond aussi. Voilà. Merci. Et, merci Marianne. Marianne Pro, Marianne cela Pro. donne envie de découvrir et une folle envie de travailler avec vous. Vive les filles compositrices. Merci. Oui, alors d'ailleurs, ça me fait rebondir, si je peux me permettre. On a tous envie de dire femme compositrice, fille compositrice, mais réfléchissons, nous ne dirions pas homme compositeur. Donc finalement, quand on dit femme compositeur, ça marche, ou compositrice, c'est la même chose. Et on a tous envie de mettre l'accent parce que c'est tellement dingue qu'une femme compose, qu'on dise femme compositrice. Mais j'ai hâte du moment où on le dira moins parce que on aura compris qu'elles sont nombreuses, nos contemporaines, mais nos aînés, nos aïeuls, nos grands-mères, voilà, tout ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et sinon, est-ce que vous voulez qu'on lise un extrait? Ouais, Je sais pas, il nous reste 5 minutes. Entièrement d'accord. Merci. Un petit extrait, oui. Je sais pas, est-ce que vous voulez le passage où justement il y a Brahms qui est à la maison et il y a un petit capot qui crame, brûle. ou un passage où c'est Clara qui grandit à l'aube de son 16e printemps, etc. Marie, Célia, est-ce que vous avez une préférence? C'est dur. Marie, tu préfères quoi? Un gâteau qui crame ou un matin un beau matin de printemps? Ouais, un gâteau qui crame. Allez. Alors, le passage duo piano-violoncelle, en fait, c'est un petit peu technique de diffuser de la musique et tout. Bah après, on peut peut-être essayer. Ouais. Faut juste que je le trouve. Il se trouve où je crois que Ou alors sinon, je le diffuse, j'ai l'extrait juste. Vas-y, je te laisse lire l'extrait si tu veux et je cherche la musique. C'est celui-ci Celui qui voulait. On prend leur extrait qui les intéressait et je mettrai le violoncelle. Ah, d'accord. Le concerto, c'est loin avant, loin de chez elle. Clara se sent parfois nostalgique. Ouais, je vais retrouver le. Je vais retrouver le passage, je vais retrouver juste la musique. Je veux que tu voulais juste le gâteau. Oui, vas-y. Ok. Alors, au fil des saisons, la maison est toujours remplie d'enfants, de musique et d'inspiration. Des partitions et des cahiers de composition s'empilent dans tous les coins. On dirait de drôles de donjons à l'équilibre précaire. Un jour, au retour de l'école, Marie entre comme une tornade dans la maison en brandissant un journal. « Papa, maman, il y a un article sur vous. Vous êtes célèbres !» On peut en effet lire en grosses lettres « Robert et Clara Schumann, deux artistes, une seule âme ». Depuis quelque temps, les œuvres de Robert ont un succès fou, portés par le talent de Clara, qui les joue partout. À la fin de ces concerts, de jeunes compositeurs se pressent pour rencontrer les deux artistes. Il y en a même un, du nom de Johannes Brahms, qui s'installe chez les Schumann. Robert dit que c'est un génie, qu'ils ont tout autant à apprendre de lui. La salle à manger de la maison devient alors le théâtre de discussions enflammées. Robert, Johann, que pensez-vous de mon nouveau trio pour violon? Pour piano, violon et violoncelle, demande Clara. C'est une merveille, mais il manque un peu de sel. Mais vous sentez cette odeur de brûlé? Sapristi, mon gâteau! Eh oui, dans cette maison-là, les adagios, les allegro et les prestissimo ont bien plus d'importance que le tempo de cuisson. Voilà un petit moment rigolo de la famille Schumann. Alors, j'ai l'extrait. Très bien. Je sais pas comment le partager. Alors, il faut que tu ailles là dans les... Partager l'écran? Non. Non. Permettre? Non, non plus. Pardon. Ouais. On cherche comment vous faire écouter l'extrait. Je crois que c'est ça. Ok. Et normalement, tu choisis ton... Ah oui. Il veut pas. Il veut pas? Non. L'autre partie désactivée. Je pense que je n'arriverai pas. On n'a pas la main sur ça. On a vendu un comme on l'avait pas. En fait, comme la vidéo a été diffusée par le SLPJ et qu'on leur a pas envoyé l'extrait du concerto. Non, mais il faut acheter le livre pour l'entendre, c'est tout.
Et Mais puis bien sinon, sûr, c'est même sur les plateformes. oui, On peut c'est même ça. écouter sur votre plateforme préférée ou bien l'objet, il est magnifique. Ça Là, vaut on a tellement le coup de l'avoir, l'objet. Franchement, il est trop beau. Moi, je suis trop fan. il y a un objet, il y a un CD et on peut aussi écouter sur les plateformes, donc Spotify, Deezer, etc. Ouais. Et Voilà. le concerto, je peux te dire peut-être sur quelle piste il est, je vais vous le retrouver. Donc, si vous avez très envie d'entendre le concerto, c'est la piste. C'est la piste 6. Voilà, piste 6. Ah non, pas du tout. Bon. Bon, oui, dommage pour ce concerto, mais Désolée. C'est la piste 4. Voilà. piste 4. On va vous donner nos adresses mail aussi si vous avez envie de nous contacter. Merci beaucoup d'avoir été présents pour nous écouter parler de Clara Schumann. Nous, on est très, très contents de publier un livre sur cette compositrice et d'avoir pu travailler avec Marie et Célia, qui sont, comme vous avez pu le constater, passionnées complètement de ce qu'elles font. Et c'est vraiment un bonheur de travailler avec des femmes aussi passionnées. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à bientôt. Et bon SLPJ, enfin bon et salon. bon SLPJ. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Et je me permets de rappeler que le webinaire sera disponible à partir de décembre et pendant 4 semaines sur la plateforme Marcom. Voilà, donc vous pourrez revoir et reprendre les références si jamais il y a pas eu, vous n'aviez pas eu le temps. Je vous remercie et Merci. bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.